Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Val Info pour l'entretien. Merci à tous d'être avec nous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année ensemble. Et le premier invité de cette saison, c'est Tom Conan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes musicien, chanteur et écrivain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage. Ça s'appelle Capital Rose. On le voit qui s'affiche actuellement à l'écran et je l'ai dans les mains. Alors, le pitch, Paul, un jeune de 24 ans, est licencié de son travail. Il travaille dans un supermarché et il se retrouve licencié, mais il doit continuer à subvenir à ses besoins et à mettre en œuvre ses projets. Et c'est là qu'il va se destiner vers une carrière plutôt étonnante. Celle, alors d'abord d'escorte, de travailleurs du sexe, de prostituées, et puis ensuite petit à petit il va s'orienter vers un autre métier qui est celui de créateur de contenu pour adultes. C'est bien ça d'abord, j'ai bien résumé. Oui, c'est extrêmement bien résumé, j'aurais pas fait mieux. Alors, avec ce troisième roman, vous vous attaquez à un sujet qui est encore tabou aujourd'hui, celui des escortes, de la prostitution, des travailleurs du sexe. Comment vous est venue cette idée de travailler et de proposer un roman sur ce sujet ? Alors moi j'aime beaucoup effectivement appréhender des sujets de société dans des romans. Je pense que c'est vraiment une bonne manière en fait de traiter des thématiques qui sont pas forcément simples à envisager dans des essais ou des documentaires, mais par contre par le truchement de la fiction, des personnages, on arrive plus facilement à rentrer, a fortiori quand c'est des sujets qui sont un peu âpres, un peu rudes. Et effectivement, bah, alors de la même manière que j'avais procédé pour mon premier et mon deuxième livre qui parlait, disons, de la montée de l'extrême droite pour Radical et des questions plus autour de la pollution, du réchauffement climatique et de ses conséquences dans le deuxième pollution. Dans celui-ci, en fait, j'ai voulu effectivement un peu traiter un thème qui est apparu comme ça un peu par hasard. J'avais discuté avec des personnes, des gens qu'on rencontre dans des soirées, des cafés, des restaurants. On parle de choses et d'autres. Moi, j'aime beaucoup trouver des sujets un petit peu comme ça, de manière très immersive, sans que ce soit spécialement calculé. J'ai pas vraiment un plan pour savoir de quoi je vais parler dans mon prochain livre. Et j'ai trouvé qu'effectivement, ces thématiques revenaient très souvent. C'est-à-dire, il y avait soit des gens qui étaient eux-mêmes des personnes qui avaient des plateformes sur OnlyFans, des gens qui pensaient, des gens qui connaissaient, des amis à eux qui étaient dans l'escorting. Alors évidemment, c'est jamais clairement assumé parce que c'est toujours quelque chose d'un peu honteux, de considérer en tout cas comme honteux. Donc c'est évidemment toujours un peu sous le radar, hein, bien sûr. Mais dans les discussions à bâton rompu, parfois on arrive à avoir ce genre d'informations qui venaient en fait absolument pas de personnes qui étaient des professionnels du métier, par exemple des acteurs de l'industrie pornographique ou des prostituées, si j'ose dire, professionnelles, mais des gens qui venaient de totalement ailleurs, des gens qui étaient ingénieurs, des étudiants en droit, même des gens d'âge beaucoup plus avancé. J'ai rencontré un peu en faisant cette enquête, disons, journalistico-littéraire préalable au livre, des gens d'âge très différents, des hommes, des femmes, des gens qui avaient plus de 50 ans, plus de 60 ans, et qui avaient cette activité-là en dehors d'une activité professionnelle beaucoup plus ordinaire, dans l'entreprise, en tant qu'indépendant, etc. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui m'ont fait penser que c'était vraiment un thème intéressant, qu'il y avait là quelque chose à creuser. Alors il y a deux personnages principaux dans ce livre, il y a Paul et il y a Clément. Clément qui est un ami qui deviendra ensuite un amant de Paul, son petit copain en quelque sorte. Tous les deux donc vont se lancer ensemble dans la production de films pornographiques. On voit un petit peu leur évolution, on voit aussi les difficultés que ça peut poser, notamment en termes de production, de masse de production. Il faut produire, 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 ce qui est d'ailleurs le sujet entre eux de dispute. Vous le disiez il y a un instant, c'est des sujets compliqués encore aujourd'hui à aborder, notamment celui de la pornographie. C'est aussi pour alors normaliser ou en tout cas démocratiser les discussions autour de ce sujet-là que vous avez fait ce livre. Alors les normaliser, non, parce que je pense que c'est pas forcément une bonne chose de les normaliser. Je pense même d'ailleurs que les plateformes comme OnlyFans, comme Mime, etc., ont eu un effet très pervers sur la société. C'est aussi pour ça que je voulais en parler.
c'est que justement, ça a fait de l'activité travailleur du sexe, dont les créateurs OnlyFans des exemples, sont une catégorie à l'intérieur de celle-ci, ça a fait de leur travail quelque chose effectivement qu'on pourrait considérer comme étant comme un petit boulot, comme un side job, comme diraient les anglo-saxons, de la même manière qu'on donnerait des cours particuliers, qu'on garderait des chats ou des chiens chez les uns et les autres, on pourrait avoir une activité de ce type-là à côté pour joindre les deux bouts. Sauf qu'effectivement, c'est devenu un peu ça, en effet, depuis quelques années. C'est pour ça que j'ai trouvé ça assez fascinant, assez terrifiant aussi, mais vraiment intéressant d'un point de vue littéraire et théorique. Mais non, je pensais absolument pas qu'il faille le normaliser. Néanmoins, je pense toujours, et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, qu'il faut vraiment rentrer dans le dur, y compris dans les aspects un peu rebutants, voire un peu glauques qui peuvent exister dans ces métiers, dans ces activités-là, parce que justement, ça dit quelque chose de la société. C'est évidemment bien au-delà des aspects individuels des trajectoires de ces deux personnages qui en réalité là peuvent avoir un certain nombre, enfin peuvent rencontrer des situations peut-être un peu rocambolesques, un peu bigger than life, etc. Faut que j'arrête les anglicismes. Mais fondamentalement, c'est que des choses qui sont quand même tirées de choses réelles, soit qu'on m'a raconté, soit que voilà que j'ai pu observer de près ou de loin, pas forcément de manière directe évidemment, mais avec un certain nombre de sources ou de témoignages. Et donc effectivement, notamment, comme vous le disiez très justement, ce qui m'a frappé, c'est cette espèce de foire d'empoigne, cette espèce comment dire, de terrain de gladiateurs des temps modernes où effectivement tout le monde s'affronte sur Twitter, sur Instagram, via toutes ces plateformes pour vendre des contenus parce qu'évidemment il y a une concurrence extrêmement féroce qui a été organisée et encouragée d'une certaine façon par ces plateformes parce qu'évidemment plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de créateurs de contenu, plus il y a d'argent puisqu'elles prennent des commissions. Ces plateformes sont des sortes d'immenses proxénètes légaux en réalité puisque ça prend un pourcentage de contenu à caractère sexuel. Alors, c'est pas exactement ça, hein, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu à la lisière tout de même de cette activité-là. Mais on sait aussi que la Startup Nation, disons, a aussi le don de trouver évidemment des manières pour rester dans la légalité tout en étant évidemment à la lisière évidemment de ce qui est acceptable. Et ils l'ont fait jusqu'à présent avec un certain succès. Donc voilà, c'est ça évidemment que j'ai voulu dire. Mais évidemment, voilà, il y a toute une réflexion sociologique et critique assez forte qui va bien au-delà évidemment de la description de toutes ces choses et de toutes ces activités. Alors exactement, c'est que tout à l'heure vous disiez que c'était une sorte de travail journalistico romancé, je sais plus exactement le terme que vous avez utilisé, et c'est vrai que ça se ressent, c'est-à-dire que si on oubliait la qualification de roman en tant que tel, c'est aussi en quelque sorte une enquête sociologique où, vous le disiez, vous parlez de la concurrence, vous parlez des différentes pratiques qui sont demandées à Paul et Clément par leurs clients, de la violence aussi. Il y a une scène, enfin il y a plusieurs scènes, mais notamment une particulièrement marquante d'agression sexuelle et de viol. Vous parlez de tous ces sujets-là, qui sont des sujets primordiaux dans notre société. Donc il y a un côté très sociologique et dans votre écriture aussi, je trouve quelque chose, et c'est un compliment en tout cas dans ma bouche, quelque chose de très journalistique. C'est que vous décrivez ce qui se passe, vous décrivez les faits sans pour autant les embellir, sans les juger non plus. Dans votre écriture, en tout cas, vous ne jugez pas ce travail, cette activité. Vraiment, voilà, on sent ce travail journalistique et sociologique dans ce roman qui pourrait être tout à fait une thèse, en fait, finalement. Ah, effectivement, c'est toujours un peu un exercice très difficile de ce point de vue parce que j'essaye, et parfois on peut me le reprocher, pour ceux qui sont des lecteurs attentifs, effectivement, de pas trop prendre parti, finalement, de pas trop savoir exactement ce que le narrateur pense. La même manière, dans mon premier ouvrage Radical, qui était un peu une plongée dans l'extrême droite, dans une nouvelle forme d'extrême droite chez la communauté gay, donc quelque chose qui était assez dérangeant, assez étrange, quelque chose qu'on ne veut pas trop voir. Il y avait des scènes, pareil, assez difficiles, des gens qui ont des propos extrêmement durs, racistes, très très lourds. Mais je voulais le montrer, pas pour le plaisir de choquer, évidemment, encore moins pour normaliser les choses en question ou les propos en question, mais justement pour montrer la réalité de ce que c'est que le milieu, en l'occurrence, de l'extrême droite que je décris
décrivait dans ce livre Radical. Et dans ce Capital Rose, ça a été effectivement un peu le même procédé. Effectivement, je ne veux pas juger ces personnes qui sont souvent, comment dire, balancées d'une certaine façon dans un monde qu'elles n'ont pas forcément choisi pour pouvoir joindre les deux bouts, ou parfois aussi par contrainte, voilà, par contrainte économique, par contrainte professionnelle. En l'occurrence, le personnage principal du livre, lui, s'est fait licencier enfin, de manière tout à fait injuste. Il n'ose pas contester devant les tribunaux, donc il se retrouve complètement acculé, et donc effectivement, il va être propulsé dans cet univers-là, malgré lui, effectivement, à son corps défendant d'une certaine façon. Mais donc, je ne le juge pas parce que j'essaye évidemment de faire cette expérience de pensée. Qu'aurait-on fait à sa place? Est-ce qu'on n'aurait pas nous-mêmes été tentés, parce qu'il y a des situations d'humiliation, des situations de violence sociale parfois extrêmement difficiles, qu'on a parfois du mal à voir en face, parce que dans un pays comme la France, on se dit que c'est un pays riche, qu'il y a des aides, etc. Mais c'est pas si évident, parce que vous ne pouvez pas forcément correspondre à tous les critères pour toucher les aides en question. Il y a aussi la question de la honte. Il y a plein de gens, vous savez, qui même ne recourent pas à un certain nombre d'aides, on appelle le non-recours, parce que précisément, ils veulent pas forcément être stigmatisés, raconter leur vie, dire voilà, j'ai telle et telle situation, je suis en telle et telle difficulté, donc je demande le RSA, je demande un logement, etc. Donc il y a toutes ces situations de personnes qui sont en marge et qui se marginalisent parfois parce qu'effectivement, ils n'acceptent pas ou ils ne réalisent pas forcément la réalité de leurs conditions. Ils ne veulent pas forcément demander de l'aide à leurs proches. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a le narrateur dans Capital Rose, il est justement très seul. Au début, il y a un peu une amie, mais voilà, très vite, on se rend compte en fait, parce que lui-même, il a tellement honte en réalité de ce qu'il est contraint de faire. En tout cas, c'est ce qu'on comprend, bah, justement, qu'il ne va pas faire appel à sa famille, qu'il ne va pas faire appel à ses amis, alors qu'il en a nécessairement. Mais c'est volontairement tu, parce que c'est souvent ce qui peut se passer dans les situations de ce type. Moi, c'est ce que j'avais remarqué, des gens qui parfois ont des activités complètement parallèles, en dehors de leurs études, en dehors de leur boulot, etc. Ils ne disent rien à leurs copines, leurs copains, leurs familles, et en réalité, à côté, bah, ils vont au Bois de Boulogne, ils vont sur des sites comme Hungs, un site où on peut vendre des prestations sexuelles tarifées de manière complètement légale là aussi, ou les plateformes comme OnlyFans dont on parlait. Donc en réalité, tout ça, effectivement, mérite, je pense, de voir ces personnes avec une grande objectivité d'une certaine façon, tout en voyant évidemment, bien sûr, les dérives, bien sûr, de ce système. Il ne s'agit pas de le promouvoir, mais à plusieurs moments dans le livre, il y a des discussions et des engueulades assez franches entre le narrateur et d'autres personnages qui confrontent évidemment d'autres points de vue, des points de vue notamment qui tendent par exemple vers l'abolition, donc le fait de vouloir interdire par exemple l'activité de travailleurs du sexe. Moi, je ne prends pas parti parce que justement, je pense que c'est pas mon rôle, c'est déjà de rendre compte d'une situation. Alors vous le disiez dans vos précédents romans, que ce soit Radical ou Pollution, vous traitiez déjà de sujets de société, donc la montée de l'extrême droite et du populisme et l'éco-anxiété et l'écologie. Là, vous traitez de la prostitution et des films pornographiques, la production de films pornographiques et tout ce dont on parlait juste avant. Est-ce que vous avez déjà une idée du thème de votre prochain livre? Alors c'est vrai que l'actualité est quand même assez chargée en termes de société. Est-ce que vous avez déjà une idée? Vous avez déjà travaillé dessus? Alors oui, effectivement, non pas que j'essaye de traiter l'ensemble des thématiques qui peuvent émailler l'actualité, mais effectivement, il y a des thématiques qui me semblent très intéressantes à creuser. Après, il faut toujours trouver des personnages, et effectivement, le plus difficile, c'est de trouver des personnages qui soient crédibles, qui soient attachants, qui soient intéressants. Il ne s'agit pas de plaquer, évidemment, de la théorie sur n'importe quel type de personne juste pour le plaisir de faire un roman, hein. Évidemment, ça n'aurait pas de sens. Mais une thématique qui m'intéresse énormément pour y être confronté depuis pas mal de temps par différents biais, c'est tout ce qui tourne autour de la santé mentale, qui, je pense, est un vrai, une vraie difficulté aujourd'hui, on pourrait dire, dans un pays comme la France. Pareil, là, on est dans des thématiques qui sont à la fois devant nous, parmi nous, tout le monde y est plus ou moins confronté ou a des proches qui sont concernés plus ou moins directement. Puis dans l'actualité, on voit un certain nombre de situations qui font écho aussi à ces choses-là. Mais c'est pareil, en réalité, quelle est la réalité de la santé mentale en France?
comment ça s'organise, qui on va voir, c'est quoi la réalité d'un traitement psychiatrique sur le long cours, quels sont les effets secondaires, quelle est l'incidence que ça a sur la vie professionnelle, la vie personnelle, les exclusions aussi que ça peut créer, et aussi les situations de honte, parce que ça m'intéresse aussi toujours énormément. Le fait, pas seulement qu'on ne soit pas au courant de certaines situations, mais qu'on soit au courant, mais qu'on ne veuille pas en parler justement parce qu'on veut réfréner un certain nombre de situations qui nous font peur en réalité, ou qui nous font peur au regard de ce que ça pourrait, comment dire, révéler à notre sujet. Vous le voyez, votre travail d'écrivain, vous le voyez comme un témoignage de l'époque. C'est en tout cas ce qu'on ressent dans votre travail, c'est que quand on lira votre livre dans 10, 15, 20 ans, c'est un témoignage précis de ce qu'est la société dans laquelle on vit en ce moment, la société contemporaine. C'est comme ça que vous le voyez, l'art et notamment votre travail d'écrivain. Oui, en réalité, c'est tout à fait ça. J'avais un ami quand je faisais des études qui parlait de manière encore plus directe du sens de la création aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'activités créatives, entre guillemets, aujourd'hui qui moi, me parlent absolument pas. C'est-à-dire, ça me dérange absolument pas de consommer moi-même de la création à vocation purement récréative, de divertissement. Moi-même, je peux tout à fait voilà, aimer ce genre de choses. Mais disons que voilà, la création, lorsque c'est un pur divertissement, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense que ce qui est intéressant, c'est de revenir justement à quelque chose qui peut nous parler, qui peut dire quelque chose sur la société, sur notre quotidien, qui en tout cas, qui soit des thématiques avec un potentiel d'universalisation, sans forcément que ça soit chiant. Hein, c'est pas forcément une nécessité évidemment d'être chiant ou d'être tragique ou dramatique dans sa prose ou dans la création, quelle que soit la forme retenue. Mais je pense qu'effectivement, il faut aller au-delà du simple divertissement. Mais donc, cet ami à l'époque me disait, oui, tu comprends, ça tombe sur nous. Et j'aimais beaucoup cette expression. Ça voulait dire effectivement, bah, on est dans une époque. On a tous les deux bah, voilà, le privilège, entre guillemets, ou la malchance, je ne sais pas, bah, de vivre à nos âges dans cette époque-là, en France, voilà, avec une certaine culture, avec un certain héritage, avec des côtés positifs, des côtés moins positifs également. Et donc, on a des choses dont on peut rendre compte qui, effectivement, ne pouvaient pas être envisagées il y a 20 ans, en tout cas pas de la même manière, et ne le seront pas non plus de la même manière d'ici 20 ou 30 ans. Et donc, effectivement, à un moment donné, dans une fenêtre de tir, d'une certaine façon, il y a un travail à faire. Il y a des choses dont il faut rendre compte de ce point de vue-là, un peu effectivement comme le font les journalistes. Ça, c'est une très bonne comparaison de ce point de vue-là, puisque j'ai un grand respect pour les journalistes, me considérant pas moi-même évidemment comme exerçant ce métier, que je ne fais qu'effleurer. Mais en effet, je pense d'une certaine façon un choix qui n'est pas exactement un choix. Si c'était moi, j'aimerais parfois parler de sujets incroyablement plus légers, mais je me dis qu'il y a des choses plus nécessaires à faire avant. La vie étant courte, il faut également voilà, peut-être aller à l'essentiel. En tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont à lire votre dernier livre, donc Capital Rose, je le remontre. C'est aux éditions Albin Michel. S'il fallait là, les convaincre en quelques phrases, c'est pas facile, je sais. Euh, Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur dire de leur donner envie de se plonger dans cette histoire? Moi, je dis d'abord, je l'ai lu, donc le livre, et vraiment, j'invite toutes les personnes à le lire parce que vous parliez de cette alternance, enfin, de ces sujets graves avec un peu de légèreté. On retrouve ça aussi dans ce livre-là. C'est pas un livre triste, c'est pas que un livre triste ou grave. C'est un sujet important et vous le traitez avec beaucoup de sérieux. Mais il y a aussi des scènes de vie drôles, cocasses, voilà, où on se projette aussi dans les personnages, on s'identifie dans certains d'entre eux. Donc, vraiment, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à lire ce livre parce que vous allez découvrir un univers que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Et pour la culture, c'est toujours important. Alors moi, je dirais je suis pas du tout un bon commerçant. Alors me vendre moi-même, c'est difficile. Mais je dirais que la difficulté, mais également peut-être les solutions, je sais pas, que donne ce livre, c'est au sujet de l'amour. Tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est très compliqué d'aimer.
d'aimer, d'accepter d'être aimé en retour aussi, et qu'évidemment, l'ensemble de ces phénomènes, les travailleurs du sexe, mais pas seulement, les créations de contenu, on pourrait dire même de la sexualisation très importante qui existe aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, parce qu'à la fois c'est quelque chose dont on se sent d'une certaine manière obligé, dont on est à la fois les consommateurs, les producteurs, enfin c'est assez étrange, tout ça évidemment s'interpénètre. Tout le monde est plus ou moins complice également de cette société dans laquelle on vit tous, qu'on soit des hommes, des femmes, qu'on soit gay, qu'on soit pas gay. Voilà, toutes les communautés de ce point de vue-là sont concernées plus ou moins de la même manière. Et je pense encore une fois que aimer dans ce contexte-là, c'est peut-être pas plus difficile qu'avant, ça a peut-être toujours été un impensé, mais je pense qu'en tout cas, ça doit se faire dans des conditions qui sont complètement nouvelles, et on est parfois très perdu. Je pense que les nouvelles générations, mais pas seulement, sont complètement perdues, évidemment, dans cet univers-là, où on a l'impression d'être en permanence en concurrence vis-à-vis des autres. On n'est jamais assez beau, assez jeune ou assez dans telle et telle disposition physique ou mentale, éventuellement. Il faut cocher un certain nombre de cas. C'est parfois extrêmement compliqué. Beaucoup de gens, du coup, sont seuls, se sentent exclus, etc. Et donc, voilà, j'essaie aussi voilà, de rendre compte un peu de comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce monde-là, et aussi parfois comment il est possible de prendre de la distance pour regarder peut-être ça un peu à froid et ne pas prendre tout à cœur non plus. Bah voilà, bah vous savez bien vous vendre. J'ai essayé. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Tom Conan d'avoir été Merci à vous. avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Valinfo. À bientôt. Suivez Valinfo sur les réseaux sociaux, sur la chaîne Twitch Valinfo Prod pour nos émissions en direct, sur Instagram et X @ValinfoProd et sur Facebook avec la page Valinfo. Contactez l'équipe de Valinfo par mail rédactionvalinfo@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 77 39 37 63. Valinfo, l'info décryptée.